C'est le geek belge accompagné d'Etzel Joe. Oui, bonjour. Donc c'est moi qui vais tenir le crachoir là, parce que en fait ce que j'ai envie de montrer, c'est tous les bouquins sur la musique, sur le rock, oui, sur la BD, sur la science-fiction, qui ont nourri ta recherche. Ouais. Moi j'ai la curiosité de l'histoire l'histoire du rock, faire comme un historien amateur du rock, de la BD et de la SF, trucs comme ça. Et en fait, ce qui a déclenché un peu cette curiosité, c'était au Spirou 2000, où il y a eu ce poster qui était offert dedans, et c'était vachement chouette parce que ça montrait année après année en fait l'évolution de Spirou, année après année, donc de 1938 attention jusqu'à l'époque de la sortie, jusqu'en 76. Et donc on voyait un peu toute l'évolution, les différentes présentations du logo, du titre. Excellent. Voilà. Mais il n'y avait pas que ça, c'est que d'autre côté, et voilà, il y avait un petit historique de chaque année. D'accord, tout ce qui s'était passé un petit peu dans l'année de remarquable. Tu avais les changements de rédacteur en chef ou des choses comme ça Oui, ou les nouveaux dessinateurs, les changements, tout est... C'était un petit historique. C'est super, hein, parce que ça donnait un peu l'historique du journal. Voilà, et c'est ce qui m'a donné peut-être le goût et la curiosité à savoir ce qui s'était passé chaque année. Et ça a continué depuis. Oui. Puis savoir comment, le comment du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que Spirou en fait reste maintenant la plus ancienne revue sur la bande dessinée française, belge. Oui, c'est étonnant, ça presque à l'heure actuelle, c'est dans les 85 ans, un truc comme ça. Oui. C'est incroyable quoi. Ouais. Et à la bibliothèque, j'habitais à Lyon, il y avait une bibliothèque immense à 5-10 minutes de chez moi. Immense. Et ils avaient celui-ci. Et un beau jour, j'avais pris parce que j'étais curieux un peu de savoir quels étaient les groupes et tout, et j'ai emprunté le rock de A à Z. Et j'ai emprunté, je l'ai réemprunté, re-emprunté. J'ai fini par le demander en cadeau de Noël. Et je l'ai potassé, donc ça donnait à la fois une petite biographie. Une biographie avec la discographie. Et donc c'est comme ça que à l'époque j'avais découvert qu'on avait raté le deuxième album des Beatles. Ah ok. On trouvait des compiles avec des chansons qui nous semblaient inédites, qu'on ne connaissait pas. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que With the Beatles, on l'avait pas du tout à la maison. Et que en fait, c'était l'album qui manquait. Et puis, ça indiquait un peu les meilleurs disques. Voilà, c'est... C'est vrai qu'avant Internet, il fallait ce genre de livre pour pouvoir replacer un groupe dans un courant artistique. Et quand on aimait le courant artistique ou quand on aimait un groupe, tu vois, King Crimson, trouver d'autres groupes qui pouvaient nous plaire. Et savoir qu'ils existaient. Avoir la liste des disques qu'ils avaient pu sortir. Moi, j'avais c'est la même chose. Moi, c'était pas du tout Lyon. Hein. Moi, c'était une toute petite médiathèque juste à côté de La Rochelle. Et vous aviez l'électricité ? Ah oui, tout juste. Et donc eux, ils n'avaient pas de vinyle, ils avaient que des petites cassettes. Et j'ai découvert Pink Floyd par hasard.
simplement parce que c'était du prêt indirect, c'est-à-dire que vous aviez les boîtiers de cassettes qui étaient en présentation et il fallait présenter le boîtier vide et il y avait une bibliothécaire qui allait chercher derrière les cassettes et qui les mettait dedans. Et un jour, la personne s'est trompée. C'est-à-dire que j'avais dû emprunter à l'époque, j'étais très funk, c'est normal, hein, c'était la grande époque de Michael Jackson. Et j'avais écouté aussi, parce que ça devait traîner à la maison, des trucs un peu aussi, un peu bizarroïdes, genre comment ça s'appelle ce groupe-là de Venise, là, qui fait de la musique, c'est Rondo Veneziano. Et la personne s'est trompée dans le numéro et elle m'a mis un album de Pink Floyd. Et c'est comme ça que j'ai découvert Pink Floyd, j'ai adoré. Très belle erreur. Très belle erreur. C'est comme quoi, des fois, ça tient pas à grand chose. J'ai adoré. Et comme ils avaient un livre sur le rock, un petit peu dans ce goût-là, je crois que je te l'ai montré, ça, Geek Belge, chez moi. Et en fait, j'ai cherché Pink Floyd, j'ai essayé de trouver j'ai écouté tous les Pink Floyd qu'ils avaient, et j'ai cherché les groupes qui étaient dans ce style-là. Voilà. Donc toujours avant Internet, il y a eu un autre dictionnaire du rock, alors là, aux éditions Bouquin. Voilà, c'est en gros c'est du papier Bible. Donc là par contre déjà c'était plus actuel. Mais alors voilà, c'était nettement plus complet. Des fois tu as des pages et des pages sur des trucs obscurs, donc tu peux vraiment fouiller. Disons que après, quelque part, c'est super quand tu as la connaissance, tu sais que tel groupe, c'est peu connu, ils ont fait un album. C'est vrai que tu m'en as parlé plusieurs fois, ça, où en fait tu venais d'acheter un vinyle ou un CD et en fait tu étais capable de me sortir l'historique du groupe et de me dire qu'il y avait tel musicien qui venait de tel groupe et que c'est pour ça que tu l'avais pris. Ça vient de cette connaissance, vient des dictionnaires. Et donc c'est, et puis il y a aussi les biographies, les trucs comme ça. Donc ça j'avais acheté dans une solderie. C'était la première fois que je lisais en dehors des disques. Qu'est-ce qui leur était arrivé aux Beatles? Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui les événements de leur vie qui a pu influencer sur leur disque, qui a pu influencer sur leur œuvre. Alors moi, les histoires de coucher, de trucs comme ça, ça m'intéresse pas, sauf si ça peut expliquer... ça a un impact sur le groupe. Ça a un impact sur le groupe. Là, en l'occurrence, l'arrivée de Yoko Ono chez John Lennon, ça a eu énormément d'impact. Ça, j'avais pris à la bibliothèque aussi, une biographie de David Bowie qui a été la biographie de référence pendant des années. Petite anecdote amusante, j'avais pris à la bibliothèque, je sais pas, j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça, je sais plus à quel âge. Et je voulais la lire. Et il avait disparu. De chez moi, je sais. Et puis un beau jour, fallait que je le rende, quoi. Et en fait, c'est ma sœur qui l'avait planqué. Parce que pour elle considérait que j'étais trop jeune pour pouvoir lire ça, parce que il parlait de bisexualité, de trucs comme ça, et que elle considérait que ma grande sœur considérait que c'était pas de mon... Et qu'il fallait te protéger. Voilà. D'accord. Et elle est sympa, mais il fallait que tu rendes quand même le document de la médiathèque. Même elle me l'a rendu au moment où je devais le rendre. Bon, j'ai pu le lire par la suite. Et tu découvres, quoi. Et puis à l'époque, fallait savoir la discographie, les 45 tours qui étaient sortis, un truc comme ça. Donc, à la fin, il y avait une discographie qui était vachement importante. Puis il y a certains trucs qui sortaient pas en France. c'était à une époque, c'était pas facile
de trouver certains disques ou même de les écouter, quoi. Et il est en super état, hein, ce petit truc-là. C'est une collection qui est assez sympa. Hein. Dans cette collection-là, c'est le Magma, celui de Magma, que je recherche. Ouais. Et écrit par Decaune, quand même. Antoine Decaune. Ah oui, il était fan de Magma. Ouais. Alors ça, c'était pas la même chose. Hein. Je l'avais lu en médiathèque et en fait, j'ai mis assez longtemps à le trouver. Avec en gros la médiathèque avant l'heure, avant que ça s'appelle une médiathèque, à Lyon, c'était une époque bénie pour moi parce que tu pouvais emprunter des bouquins et des disques vinyles. Ouais. Il fallait apporter son diamant qui regarde l'état avec un microscope pour voir s'il pouvait vous prêter un disque vinyle ou pas. Oui, c'est vrai que c'était incroyable de prêter des vinyles parce que c'est quand même très fragile. Bon, mais il fallait montrer ta patte blanche. Hein. Je pense que les gens qui empruntaient des vinyles à cette époque-là, ils faisaient attention. Ouais, mais bon, c'était. J'ai pu découvrir des trucs incroyables. Il y en a, je suis carrément passé à côté. J'ai essayé Television. J'ai essayé 3 fois le groupe Television. Ah, t'aimes pas? Ah, j'ai mis des années avant d'apprécier. Et je suis même tombé sur. J'avais emprunté. J'avais découvert par hasard Lou Reed. Et dans cette bibliothèque, j'avais emprunté Music Metal Machine. Ah oui, ça qui est un espèce de pied de nez qu'avait fait Lou Reed. Il avait fait un double album, mais que de l'arsène de guitare. Alors des fois, ça peut arriver, hein, ça, qu'il y ait des albums un peu ratés, simplement parce que les artistes... c'était pas raté, ça. Il l'avait fait exprès. Ah, il l'avait fait exprès. Parce qu'il y a des albums, en fait, ça, je sais plus pour quel groupe c'était, simplement, c'est que par contrat, ils devaient produire un 3e album, et les artistes étaient fâchés avec leur maison de disques, donc ils avaient fait un album à l'arrache, juste pour se délivrer du contrat. Lou Reed, tiens, je vais sortir le bouquin. Ouais. Lou Reed, lui, c'est plutôt... il a eu son album produit par Bowie et Mick Ronson, le guitariste de Bowie, avec Walk on the Wild Side. Ouais. Il a eu un très très grand succès avec cet album-là. D'une certaine manière, moi, à mon avis, ça l'a horriblement vexé. D'avoir beaucoup de succès ? D'avoir du succès à cause de cette chanson-là, parce que personne ne comprenait son truc. Bon, il était... sinon, en temps normal, il était plutôt blacklisté, parce qu'il parlait d'une cour de miracles qu'il y avait notamment chez Andy Warhol, avec des transsexuels, avec des bisexuels, ce que racontait Walk on the Wild Side. Ouais. Où, à part les chœurs, le reste était quasiment bipé, quoi. Ah. Et donc... c'est vrai que moi je ne suis jamais intéressé aux paroles de cette chanson, en fait. En gros, quelque sorte, il s'est vengé de ça. Et comme en contrat, RCA était obligé de sortir un album, il leur a sorti Music Metal Machine, et ils étaient obligés de le sortir. D'accord. Et il y a plein de gens qui ont, comme ils avaient acheté l'album d'avant, ils l'ont acheté dans la foulée, quoi. Voilà. Et ils ont demandé à être remboursés. Et donc tout ça, je l'ai lu notamment sur cette excellente biographie. Parce qu'il y a des très très bonnes biographies comme des très mauvaises biographies sur le rock. Celle-là, je l'ai trouvée... Donc tu la conseilles, celle-là ? Ah ouais. Je crois que j'avais pris à la bibliothèque et j'avais tellement aimé que je l'ai offert à un pote qui était fan de Lou Reed, qui en connaissait bien plus que moi. Tu l'as acheté neuf, celui-ci, ou t'as réussi à le chiner ? J'ai acheté via Internet. Ah, ok. Et donc, c'est sa biographie agrémentée de paroles traduites des chansons. Donc, lui, l'innovation qu'il avait apportée à l'époque, c'est de faire des textes à la hard boil.
dans les paroles de chansons. Avant, c'était à la rigueur, c'était Led Zeppelin qui rechantait des trucs genre Seigneur des Anneaux, les gentils paroles, les Beatles, les trucs d'amour au début, puis après le côté un peu surréaliste. Lui, il amène le côté trash, le côté littéraire. Voilà, c'était novateur et c'était très mal accepté à l'époque. Et là, c'est une biographie, je dirais, assez honnête, parce que il en ressort pas très... Ah oui. Il ne se met pas en valeur. Ça ne met pas forcément en valeur. D'accord. Il a tout son côté accro. Déjà, lui, il était peut-être bisexuel, homo. Ouais, je sais pas. Et il a subi... on a voulu le guérir. Donc avec des électrochocs, ses parents ont mis ça, et c'est pas un mec vachement sympa en interview surtout. Il était réputé notamment pour ça. Il y avait de quoi des fois, parce que des intervieweurs, il y en avait des sacrés imbéciles, surtout à l'époque. Quand tu essaies de lire des interviews des années 60-70, des fois ça pique un peu, quoi. Ah ouais. Les questions qu'ils posent. Ah ouais. Les Français étaient assez novateurs là-dedans, parce qu'ils prenaient ça assez au sérieux, quoi. Donc quand il y a un intervieweur qui ne le plaisait pas, il l'évacuait, quoi. Ah ok. Alors je dois bien avouer que Lou Reed, moi je connais pas beaucoup son histoire, ce qui fait qu'on m'avait prêté la bande dessinée sur Lou Reed, et en fait j'ai rien compris, parce que je pense qu'il faut vraiment déjà connaître toute son histoire, tout son imaginaire pour apprécier cette bande dessinée. Je sais pas si tu as eu l'occasion de... Non, tu l'as pas lu? Pas celle-là, non. Je pense que ça pourrait peut-être te plaire, alors. Ouais. Les Sex Pistols. Alors ça c'est Johnny Lydon, ou Johnny Rotten, suivant. C'est une sorte d'autobiographie. Il a dû être aidé quand même. Parce que les Sex Pistols, il y a deux histoires. Il y a la version par le manager, Malcolm McLaren, qui lui voulait faire une escroquerie. Voilà, il était pas dans les séditions, mais dans le... il y avait une façon de penser. Voilà, donc il voulait clairement faire un groupe fantoche. Donc il a pris des sales gamins. Un coup, quoi. Voilà, il a pris des sales gamins. Sauf que les sales gamins, il a pris notamment les Sex Pistols. Et il choisit celui qu'il fallait pas choisir en tant que chanteur, qui allait pas se laisser faire du tout, Johnny Lydon. Et donc Johnny Lydon, lui, c'est hilarant comme autobiographie. C'est pas un mec qui se laisse compter. Je veux dire, il y avait une ségrégation de classe en Angleterre. Lui ne se laissait pas faire. Il était déjà provocateur. Il a été choisi notamment un peu pour ça. Mais il était incontrôlable. Les autres non plus, quoi. Alors moi, l'histoire que je connais, c'est qu'en fait, quelque part, en 1977, c'était vraiment... dans le courant artistique, il y avait quand même le rock progressif qui avait énormément pris le pas, avec aussi tout ce qui était Pink Floyd, c'était vraiment dominant. C'était dominant. Donc vous aviez donc tout ce qui était étouffant. King Crimson, Genesis, Pink Floyd, et donc peu à peu ça devenait des morceaux qui étaient de plus... Yes aussi, qui étaient des morceaux qui étaient de plus en plus... plus Camel, plus tout plein d'autres groupes. Et donc en fait, les morceaux étaient de plus en plus longs, c'était de plus en plus recherché, de plus en plus un peu mou, parce que des fois c'était pris avec des... et c'était inhibant pour le reste de la population. Voilà, et ce qui fait que quelque part 77, c'est marrant, la même année c'était le
disco aussi qui est arrivé, mais c'est autre chose. Et en fait, quelque part, ça a été une réaction par rapport au rock progressif et au rock qui était un mélange entre le rock, mais avec du jazz, avec du classique, avec de la musique un peu contemporaine, quelque chose qui était un peu, voilà, on restait dans un canapé à écouter son disque. Ouais. Et là, il revenait en fait au rock, 2 minutes 30 d'énergie, avec faut bouger, voilà. Et il y avait un aspect social que rajoutaient les Anglais, quoi. Oui. Là, je veux dire, c'était la banlieue anglaise, les sales gamins, quoi, qu'on ne voulait pas voir. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de musiciens de rock progressif qui, eux, avaient fait des études. Et en fait, savaient bien... Qui étaient plutôt de la bourgeoisie, quoi. Oui, ils savaient servir de leur instrument, et ils utilisaient, plutôt que de faire de la musique classique, ils faisaient du rock progressif. Et finalement, ça confisquait le rock auprès oui, c'est ça. Des populations modestes. Alors, il y a des petites exceptions, hein. Je crois que le chanteur de Jethro Tull, en fait, Jethro Tull, je vois, la flûte traversière, il l'a appris sur le tard. Mais bon. Oui, non, mais voilà, il y a eu un truc qui a pris le pas, c'était la domination, et ça, c'était en réaction. Oh oui, donc là, c'est un chouette... c'est une autobiographie bien rigolote. Il en a fait une autre depuis. Il y a le guitariste aussi qui a fait une autobiographie qui est assez glaçante au début, qu'un pote m'avait prêté. Moi, je peux recommander cette maison d'édition. Canton Blanc. Camion Blanc. Ah, Camion, d'accord. Camion Blanc qui est spécialisé dans le rock, l'histoire du rock, plein de biographies. D'accord. Et c'est du bon boulot. Ok, bon, tu conseilles, ok. Ah oui, celui-là, faut regarder leur catalogue. Ça vaut franchement le coup. D'accord. Alors après, sinon, mon explication sur la réaction et tout ça, faut voir en fait que avant les Sex Pistols, il y avait quand même déjà des groupes un petit peu qu'on a définis comme étant pré-punk, hein, tout ce qui est les groupes new-yorkais, je pense à ça. C'était un petit peu avant. Oui, il y avait ça, et puis bon, en Angleterre, on a appelé ça au début le pub rock. Ah, les pub rock, comme Rory Gallagher, des choses comme ça. Moi, je pense à Yann Dury. Yann Dury, exact, Yann Dury. Les Eddie Hot Rods, okay. Dont on se souvient nettement moins, mais bon, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que bon, les punks ont quand même marqué. Parce que je pense qu'il y avait aussi le côté... notamment quand ils ont fait leur fameuse chanson contre, on va en parler puisqu'il y a eu un couronnement il n'y a pas longtemps, contre pour en fait normalement je crois qu'il y avait un jubilé, il y avait un anniversaire de la reine, et en fait ils ont sorti God Save the Queen, God Save the Queen, qui a des superbes paroles. God Save que Dieu sauve la reine. C'est un régime fasciste, God Save the Queen, je crois que c'est ça. Un régime fasciste, qui vous rend crétin, qui vous rend comme une bombe H potentielle. Donc, voilà. Alors, bouquin bien abîmé que j'ai acheté à l'époque, que j'ai jamais retrouvé. Donc tu as bien fait de l'acheter même abîmé. Donc c'est une interview qu'a fait donner John Lennon, je crois que c'est pour Playboy, c'est ça qui est marrant, une interview fleuve qu'il avait fait, qui reprenait un peu je sais plus si ça fait longtemps que je l'ai pas lu, en gros sa biographie, et il repasse en vue un peu toutes les chansons qu'il avait composées, qui racontait un peu l'histoire des chansons, que des fois il trouvait que c'est des chansons de remplissage, ce qui peut arriver, hein. Voilà, qu'il était plus ou moins inspiré, machin, et cette interview, c'est une sorte d'interview bilan, encore plus bilan, vu qu'il a été assassiné peu de temps après. Ouais, ça m'avait surpris, ça. 2 mois après, tu dis. 2 mois après, il était assassiné. Mais si je me souviens bien, je crois que la personne qui l'a tué en connaissance de cause, parce qu'il lui reprochait en fait d'avoir été à la fin, c'est d'avoir détruit les Beatles, non, c'est pas ça?
Est-ce qu'il a donné une explication? Il y a plein de choses. Il y a une des suppositions, c'est que John Lennon aurait dit dans une interview qu'il fallait tuer ses dieux, quoi, pour être indépendant. Et la personne l'a pris au pied de la lettre. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, la vache. Bah après, voilà, est-ce qu'on aurait vraiment une explication ouais. Un jour, véritablement, ce genre de truc? Bon, bah voilà, l'important, c'est que... c'est un peu triste, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment plein de petites biographies sur... qu'il faut pas rater, parce que certaines doivent être tirées à peu d'exemplaires. Celle-là sur Ecstasy. Ah oui, je dis tout le temps XTC, moi, à la française. Je pense que c'est un jeu de mots, Ecstasy. Et moi, Ecstasy, non? Ecstasy. Ouais, je pense que c'est un jeu de mots sur Ecstasy. Et donc, Andy Partridge, c'était très surprenant comme musique, très syncopé au début. C'est parti du punk, de la période post-punk. Et tu connais pas ça? Non. Ah, faudrait que t'en écoutes plus. Hein. C'est pas toujours facile d'écoute, mais c'est intéressant. Ça essayait de faire une. Comme je te disais, moi, ma culture, c'est quand même très rock progressif. Après, un petit peu de jazz, certains types de jazz, et puis classique. Hein. Le punk, j'en ai écouté parce que par curiosité, j'ai bien apprécié d'ailleurs. Mais punk, moi, je suis resté à l'album mythique des Sex Pistols. J'ai écouté un petit peu Lou Reed, mais alors j'ai écouté 2 albums, quoi. J'ai écouté celui avec Nico et le Velvet Underground. Le Velvet Underground. Qu'est-ce que j'ai écouté? Un petit peu de Stooge, mais c'était des potes qui écoutaient ça, c'est tout, quoi. Et XTC, je connais de vue, mais j'ai jamais écouté. Faudrait que il y a tellement d'albums, faudrait que je te dise par ceux où commencer. Et ceux à éviter, pas écouter en premier, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, même les Beatles, je suis passé à côté, quoi. Et ça, je regrette, parce que c'est vrai que quand tu réécoutes, tu dis wow. C'est pas grave, tu les découvres après. Ouais, c'est Moi, ça. je les ai tellement écoutés qu'il y a un côté je connais par cœur, quoi. C'est les gens qui découvrent. Alors, il y a d'autres. Celle-là aussi, j'ai mis longtemps à la voir. C'est rigolo parce qu'ils vont dans l'autre sens, là. Ouais, parce qu'ils ont fait plusieurs photos de cette. Ouais, d'accord. Remarque, la Volkswagen est toujours à sa place. Hein. Ouais. J'ai su en fait qu'elle avait été vendue aux enchères, cette voiture. Ah ouais? Ouais. Ils avaient annoncé ça à la radio parce que la voiture a été vendue aux enchères, donc avec les plaques. Et en fait, c'était une épave, mais en fait, le fait qu'elle soit sur la photo, les enchères sont montées, quoi. Tous les collectionneurs tous les gens qui adoraient les Beatles voulaient l'avoir, quoi. Ah, d'accord. La plaque minéralogique, il y a des... Ah ouais, la fameuse légende. La légende, il y avait quelqu'un qui avait lancé une rumeur comme quoi Paul McCartney était mort et qui cherchait des indices sur les pochettes des albums. Ouais. Et parce qu'il était pieds nus, il y avait tout un truc, il était pieds nus, parce qu'il était retourné à la terre. Avec la plaque, ils avaient fait un délire pour expliquer ça. Et la plaque, il y avait quelque chose sur la plaque. Ouais. Nous sachons. Et voilà. Il y a un truc, ça faisait très complotiste comme truc. Ouais, un peu, ouais. Et, beaucoup, même. Et même le mec qui est là, on l'a retrouvé. Ah, ils ont retrouvé j'ai vu, la personne. Oui. J'ai vu ça, j'ai croisé sur Facebook, ça sur Facebook. Le mec, on le voit, machin, c'est rigolo. Et ce qui est fou, c'est que quelque part, on retrouve un petit peu comme dans une religion, les gens vont disséquer chaque détail pour l'analyser. Comment on appelle ça? L'exégèse, je crois. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça le terme, où en fait vous avez une religion et en fait il y a des gens qui connaissent, qui examinent chaque fait et qui vont le développer. On a un petit peu ça chez les talentophiles qui analysent chaque objet, chaque parole. Et en fait on retrouve ça chez les Beatles. Vous voulez Saint Lennon, priez pour nous. Alors, les Sex Pistols. Les éditions Alia aussi, qui ont sorti plein de bouquins sur le rock, sur le post-punk. J'en montre qu'un seul. Et donc, tous les livres que tu présentes, tu les conseilles?
Celui-là, je sais plus. Tu sais plus si tu le conseillerais? Celui-là, c'était le John Savage, je crois que c'est lui qui a fait un des premiers... L'homme de bronze. Non. Fanzine punk. Ah, ok. Voilà. Et donc, c'est une version de l'histoire du punk. Ok. Plutôt, j'ai envie de dire presque plutôt la version McLaren. Parce que bon, il y a différents points de vue et ils sont pas forcément d'accord. Ouais. Et donc, voilà, bon, ça parle un peu de tout. Il y a la version du punk américain, qui n'est pas du tout la même manière. La liaison qu'il peut avoir, parce que Malcolm McLaren, au début, il a été aux États-Unis. Il a vu les New York Dolls, qui était un groupe, j'ai envie de dire, pré-punk, dont il s'est inspiré. C'était tout ce qui était musique à New York, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Donc il y avait aussi, c'était la même époque avec les Stooges, c'est ça? Quasiment un petit peu après, donc avec Lou Reed, tout ça, le CBGB, le club de country. CBGB, c'est country, je sais plus, western, c'est un truc comme ça, mais bon. Ah, nous, on aime tout. Oui, western country. Et donc, ça vient des Blues Brothers. Non, ce petit club a permis la naissance du punk américain, mais qui n'avait pas tout le côté social qu'avait pas le punk anglais. Oui, totalement. Nettement plus en retrait. Mais simplement, je pense que parce que c'est en Angleterre, surtout à cette époque-là, il y avait quand même effectivement les classes sociales étaient très importantes et on les retrouvait à la fois dans les vêtements, dans la... c'est toujours. Oui, c'est toujours. Même la façon, les accents, en fait, en Angleterre, un accent donne la classe sociale de la personne. Autre bouquin. Merci. Voilà les guides. Donc là, c'est Philippe Manœuvre. Donc on prend, on laisse. Il y a des classements des 100 meilleurs disques de rock. Écoutez, donc on essaye. Si ça plaît, si ça plaît pas, moi il y a des trucs que j'ai aimé et puis d'autres pas du tout. Après moi je suis pas fan de Manœuvre, mais bon il a été incontournable dans Rock et Folk. Oui, pendant très longtemps. Voilà. Donc voilà, c'est les albums qu'il faut essayer. Parce qu'ils ont compté dans l'histoire du rock. Pet Sounds. Il est très sympa cet album. J'ai mis des années à écouter. Ah oui. Déjà, il fallait que j'en ai connaissance. Qu'il existe. Non, il fallait que je sache qu'il existe. Et que, il a influencé Paul McCartney pour faire Sgt. Pepper's. Excusez du peu. C'était un peu la course entre les deux groupes. C'est ce que j'avais lu. Surtout de la part de oui, je cherche son nom. Du leader des Beach Boys, qui en fait des Beach Boys, qui était reclus lui. Et qui a eu beaucoup de périodes justement où il déprimait parce que les Beatles étaient à la pointe de la musique et que je crois que justement il s'apprêtait à sortir un super album et en fait les Beatles ont sorti Sgt. Pepper. Et il a eu des boules. Parce que c'était l'album qu'il aurait voulu sortir. Et qui a fait que il est tombé en dépression, qu'il a même ça a été loin parce qu'il a été interné quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, quand il a écouté cet album, il s'est dit mais c'est pas possible quoi. Et les Beach Boys aussi, finalement, ils partaient de loin, parce que c'est à l'époque, les Beach Boys, c'était vraiment la musique de côte californienne. Oui, voilà, c'était la surf music. C'était pas le reste du groupe n'avait pas forcément d'ambition, ils étaient contents du succès, mais lui, il voulait aller plus loin. Oui, alors la surf music, pour vous donner une idée, c'est la musique qu'on peut écouter dans les musiques les films de Tarantino. Dans comment il s'appelle son Pulp Fiction. La musique, en fait, que vous entendez, c'est de la surf music. La plupart. Puis bon, voilà. Les Beach Boys, oui, ça symbolise vraiment la surf music. Ouais, totalement. Elle est mythique cette couverture.
Voilà, c'est... Janis Joplin. Oh, c'est tous des groupes qui ont vraiment compté des albums. Ouais. Et donc, ça explique toujours un peu pourquoi. Et... Group. Celui-là, par contre, j'ai écouté, mais j'ai pas aimé du tout. Très peu. Johnny Cash, on sait pourquoi le live était important, machin. Alors Johnny Cash, moi, je l'ai découvert, mais par Ring of Fire et la reprise qui avait été faite. Comment il s'appelle j'ai oublié le nom. King Crimson, fantastique. Ouais, King Crimson. J'ai écouté ça pendant très très longtemps. Cet album-là, il y a des trucs... The Court of the Crimson King. Bon, il y a un morceau qui fait ting 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 boum boum boum. Oui, c'est ça. C'est totalement barré. Alors ça, par contre, c'est barré. C'est chiant. Mais ce morceau-là, le très chiant. Ouais, j'aimais bien. Mais quand t'aimes bien, c'est de la branlette. Musique contemporaine. Oui, voilà. Mais bon. Et puis. Mais tout le reste de l'album est bien. Hein. Ouais. Led Zeppelin, fabuleux album 3, parce que j'ai pu l'écouter. Ça, je l'ai écouté, mais en fait... non, je raconte une anecdote. Celui-là, il est complètement dingue. Alors ça, je l'avais écouté, parce qu'en fait, je connaissais les rapports avec Zappa et tout ça, et j'ai pas accroché. Captain Beefheart, non, ça m'a laissé... Autant Zappa, alors Zappa, c'est particulier. Moi, Zappa, c'est certains albums que j'aime bien, et Hot Rats... Alors que c'est présenté souvent justement tiens, regarde, c'est la page d'avant Zappa. Zappa, toi, cet album-là, il est présenté, c'est un des meilleurs de Zappa et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça chiant en fait. Alors, je préfère Waka Jawaka, mais bon, parce qu'il y a des influences un peu jazz et je trouve beaucoup plus vivant. Waka Jawaka, pour moi, Zappa, il est super. Moi, Zappa, ça me... Bof. C'est ça, il a fait beaucoup de choses en fait, c'est hyper varié. Énormément de choses. Et même son album Yellow Shark, je crois que c'est un des derniers qu'il a fait. C'est du Varese, quoi. C'est totalement musique classique. Moi, celui-là, j'ai pris à la médiathèque. Ouais. Et je commençais à écouter. Ça sent le poisson, quand même. Et je me suis mis à rigoler. Ah ouais? C'était barré? C'est totalement barré. Il faut pas prendre ça au pied d'alerte, quoi. J'ai pas pris ça au sérieux du tout. Et je me suis marré, mais c'est complètement dingue. MC5, même chose. Même MC5, c'est mouvement pré-punk new-yorkais, non? C'est quoi? Il y avait les Black Panthers, et eux, ils faisaient partie des White Panthers. Ils ont voulu faire une sorte de réaction. Pouvoir blanc. Les pouvoirs blancs, révoltez-vous les blancs aussi. Comme tu sais les Clash qui avaient sorti White Riot. Ouais, alors ça je me souviens du morceau, mais je savais pas. En fait, White Riot, c'est des émeutes, je crois. Oui. Riot. Il y a eu peu de temps avant le 45 tours des Clash, il y a eu une émeute des Noirs jamaïcains en Angleterre. En Angleterre, oui. Et Joe Strummer a dit ok, vous voyez, les Noirs, ils se révoltent. Vous, les Blancs, qu'est-ce que vous attendez? Révoltez-vous aussi. C'est regardez, il montre l'exemple. Deep Purple, bon. Deep Purple, qui était c'est Magma en fait qui se moquait d'eux. Pretty Things, je connais pas du tout. Les premiers, c'est assez proche de Rolling Stone, mais un peu plus mordant, je dirais. Après, ils évoluent, quoi. Celui-là, je connais pas. Excellent, ça. Par contre, la prise de son d'Amondo 2, c'est pourri. Mais par contre, les morceaux, c'était ce qu'on appelait la Kraut Rock. C'est un groupe allemand. Alors ça, moi, je trouve ça très injurieux. C'est un groupe allemand. Kraut, ça veut dire chou. C'était vraiment dans la lignée du rock progressif. Pas rock progressif, mais plutôt rock très babacool, hein. Avec des morceaux qui sont super longs, mais les développements étaient assez chouettes. Par contre, la prise de son est pourrie. Ça, bon. C'est un truc que je suis passé à côté. Moi, j'ai essayé d'écouter. Je suis pas certain que ça te plairait. J'ai pas accroché. Crosby, Stills & Nash, donc ça on vient de le voir passer. Les Stooges, Brown, Doors, les Who, super bien. On va plus vite, hein. Ça je connais pas. New York Dolls. Je connais pas. Les mouvements punk. C'est le pré-punk. Pré-punk, je connais pas.
Bon, Bowie, bien sûr. Voilà, donc... Television, super, Kraftwerk, toujours une référence. Voilà, si on veut sortir, si on veut connaître, si on veut essayer d'autres groupes, voilà, ce genre de bouquins, il y en a plein. Il y en a plein de ce genre de guides. Après, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Puis oui, c'est ça. Disons que c'est un petit peu comme si vous aviez des échantillons de différents styles, vous écoutez et puis vous dites ok, ça c'est pas mon style, je passe à autre chose. Et par contre, si vous tombez sur un des groupes qui vous plaît, à ce moment-là vous avez les autres références qui vous permettent vous creuser pour trouver d'où ils viennent, quelles ont été leurs sources, quels sont les groupes qui ont le même style, puis comme ça voilà, vous approfondissez vos connaissances. Moi quand j'étais gamin, je connaissais en gros que les Beatles, que Jimi Hendrix. Mais bon, il y avait plein de trucs autour que. Oui, puis il y a des fois il y a forcément parler, quoi. Puis vous pouvez mettre différents styles et les écouter dans des moments différents. Moi, les trucs de punk, à la limite, ça c'est un coup, c'est un peu mou, vous mettez un morceau de punk et ça passe. Moi, j'ai tendance à mettre du reggae, je l'écoute quand il pleut. Ça joue, et c'est sympa, ça. Il y a un côté médication. C'est une médication. J'arrive pas, moi. Le reggae, j'ai essayé plusieurs fois. Un morceau par-ci, un morceau par-là. Voilà. Je préfère le ska, les trucs comme ça. Le ska, Garageland. Alors là, on va peut-être le faire en plusieurs parties. On est à combien là? 40 minutes déjà. On va pas faire plusieurs parties. Là, ça, c'était sympa. Donc, c'est tiré de chroniques qui étaient dans Rock et Folk. Et là, c'est sur les tout petits groupes, les groupes garage. T'as les pochettes, en plus, c'est chouette, les ça. Groupes, oui, c'est très nostalgique comme présentation. Ouais, mais ça aussi, ça et permet en fait, de... C'est les groupes qui ont éphémères, qui n'ont pas eu de carrière, ou d'autres qui ont fini par sortir du lot. Alors là, je sais plus, il y a The Birds, à ne pas confondre avec les Birds, Y, le groupe américain. Là, je crois que c'est qu'il y a Ron Wood dedans. Donc un petit historique. Pour dire que ils ont eu un mini succès, sauf que c'était un style feu de paille. Est-ce que ça t'a servi des fois pour acheter des 45 tours, ce livre? Oui. Oui, ces trucs-là, ça te donne des références. Puis comme tu as les jaquettes, en fait, c'est pas mal ça. Tu les écoutes. Et puis des fois, si tu as de la chance, tu peux tomber sur des albums. Ou sur le 45 tours. Sur les 45 tours. Mais en général, ceux-là, si leur produit, c'est que ces 45 tours-là valent un bras. Ouais. Ça a été très, très collectionné. Ça, je me rappelle. Je sais plus, j'avais mon grand frère, grand frère, plus de 15 ans de différence avec moi, qui avait un album. Je reviens à la maison, je parle de Dave D, Dozy, Mickey and Teach, et ma belle-sœur qui était anglaise, c'était à chier, ça, c'était les Duran Duran de l'époque. Ça c'était dit. Voilà, donc... mais les Duran Duran, ils ont fait des morceaux qui sont chouettes. J'en sauve pas beaucoup, moi. J'ai pas dit qu'il y en avait beaucoup. Non, mais moi j'ai essayé. Voilà, il y a des trucs comme ça, ils sont assénés, machin, et quand tu les réécoutes plus tard, tu peux les apprécier. C'est ça. Et moi, Duran Duran, non. J'avais beau essayer. Moi, je dis, c'est la bande-son de notre jeunesse. Donc, quand tu l'écoutes, même si tu n'aimais pas à l'époque, il y a des morceaux, et ça rappelle des souvenirs. Tu as tes potes qui écoutaient ça. C'est plaisant. C'est pas spécialement un plaisir qui est lié où tu dis, waouh, c'est génial, c'est inventif, c'est super bien et tout. Non, c'est lié aux émotions que tu as eues à l'époque, aux aventures, à la vie que tu avais à ce moment-là. Ouais, mais pas moi. Là, j'ai eu beau essayer, réécouter, non, ça a passé toujours pas. Et puis des fois, tu as des morceaux, et c'est vrai qu'effectivement, ils ont fait 15 super morceaux. Moi, j'ai toujours en tête, c'est la musique de Le Cerveau, le film. Où en fait, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un morceau des Beatles. Qui était non, c'était un groupe éphémère. Et en fait, d'ailleurs, tu as trouvé le 45 tours. J'avais trouvé le 45 tours parce que j'adorais le morceau du film Le Cerveau avec Jean-Paul Belmondo et
Et Bourvil. Il y avait Belmondo, Bourvil, Eli Wallach qui jouait un Sicilien et David Niven qui jouait le cerveau, quoi. Regardez ce film si vous l'avez jamais vu, c'est un grand film de Nouri. Qui est une bonne grosse comédie. Une bonne comédie qui en fait à la fois il y a plein de gags, c'est très drôle, c'est bien enlevé et en fait il y a la musique The Brain est excellente, quoi. Et les dialogues sont au cordeau, c'est génial. Et donc Garageland, il y a David The Bowie. Ah tiens, oui. David Bowie qui s'appelait David Jones à l'époque, sauf que il y avait un guitariste des Monkees. Voilà, qui s'appelait David Jones. Donc il a dû changer de pseudo, pas de nom. Bowie, David, je crois que c'était à cause du couteau. David Bowie, oui. Jim. David Bowie a galéré vachement longtemps avant de voir sa carrière beaucoup de décoller. choses. Parce que je crois qu'il a vraiment commencé en 64. Et il a commencé à être connu qu'en 1970 et vraiment percé en 73. Donc pour lui, ça a été très très long. Les Kings, c'est sympa les Kings. Ah ouais. Manfred Mann, ça je connais très peu. The Move. Ah celle-là. I can hear the grass grow. J'entends l'herbe pousser. Alors là, il doit la fumer en même temps. Ah ouais, non. Il y a vraiment des trucs. Ah, pourquoi là tiens, voilà, c'est 45 tours que j'ai montré. Regardez une des autres vidéos là. Le Guy Bell vient juste de la trouver. Héloïse. Alors lui c'était c'est dans les années 70 ça. Et ça me dit quelque chose, ça. C'était un morceau tu sais, c'est une symphonie en 7 minutes. Ah oui, d'accord. Et lui, je crois qu'il a eu un accident ou un truc comme ça a cassé sa carrière. Alors qu'il avait fait ce morceau qui avait fait un malheur, quoi. Un malheur à l'époque. Et qui a été bien oublié. Et je l'ai fait écouter à ma fille, ça. Ah, ok. Vous les trouverez sur YouTube ou sur un autre site si vous voulez les écouter. Celui-là, j'ai trouvé comme 45 tours. The Smoke. Avec Frank Jack. À cause de ce bouquin, d'ailleurs. Et c'est psychédélique à souhait. Oui, je crois que j'avais dû écouter justement parce que j'avais trouvé comme quoi ça pouvait être très psychédélique. Alors, le rock psychédélique, c'était fin des années 70, des années 60. Non, 66 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est 66 jusqu'à 70, début des années 70. Je sais pas, mais enfin, c'était très... c'est l'album Revolver. L'album Revolver des Beatles, tout ce côté-là où il commence à avoir le LSD qui a influencé le rock. Voilà. Alors j'ai montré. On fait une pause. Non, tu restes encore pour le rock. Deux albums encore. Et on fera on va arrêter là après parce que c'est beaucoup trop long. Oui. C'est pas ce que je pensais. Mais si, c'est bien. Après, de toute façon, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois et puis. Je vais la faire en plusieurs parties. Tu vas faire en deux. Bah non, on garde en une seule partie, les gens couperont. Bon, on verra. Allez, j'ai eu du bol à trouver ça. C'est en anglais, ça. C'est un bouquin anglais du NMI. Et ça, comme dans le genre historique, tu peux pas faire mieux. C'est tous les événements. Qu'est-ce que tu as dit là ? Répète-moi, c'est un livre de. Qu'est-ce qui a fait ça ? C'est la BBC. Ah, c'est la BBC. Non, NMI, le New Musical Express. Ok. Et c'était donc une sorte de revue. C'était une revue de rock. Ok. Qui donnait des news. C'est une revue anglaise. D'accord. Et donc, en fait, ils ont compilé. Et je crois que ça existe toujours. Et voilà, ça commence. Ils ont compilé les articles. En 1955. En fait, c'est mois par mois. Ah, c'est génial. Voilà, pour te remettre dans le contexte. Ah, c'est super. C'est. Puis regarde, il y a même Dean Martin et Jerry Lewis.
oui, tous les trucs, l'évolution du rock, du point de vue de l'Angleterre, évidemment. Ouais, et puis t'as tous les artistes de l'époque, ouais. C'est chouette, ça. Et ça, je l'ai lu, mais alors, je l'ai dévoré, quoi. Et tu sens vraiment, t'as 12 pages par année. Ouais. Et ça va jusqu'en 92. Ok. Et par rapport au niveau d'anglais, ça va un bon niveau, t'es pas obligé d'avoir fait un Doug anglais ou d'avoir fait un stage d'immersion en Angleterre. J'ai réussi à le lire. Mm-hmm. Ouais, mais après, tu vois, c'est un bon niveau d'anglais quand même. C'est en lecture. En lecture. Ah ouais. Ouais, moi aussi, c'est à cause des jeux de rôle. Et bon, c'est des petits articles, tu vois. Okay. Et tu vois que c'est toutes les tendances. Ils ont fait un concentré de machin, quoi. Parce que c'est super, ça. Et ça, c'est génial. Et donc, notamment en rock, il y a aussi des documentaires télé. Oui. Moi, à un moment donné, j'avais le câble et il y a un truc de la BBC, un documentaire de la BBC en 10 parties, donc 10 heures. Ouais, et qui est chouette. Qui est sur l'histoire du rock, qui est devenu un truc culte pour moi. Mm-hmm. Donc là, si les gens... Dancing in the Street, malheureusement... tu le trouves sur YouTube, mais t'as pas de sous-titres disponibles. Et les sous-titres automatiques, non, ça sort ? Ouais, ça marche pas. Ça marche pas les sous-titres automatiques ? Pas sur ce documentaire. Merde. C'est très dommage. Ouais. Moi, j'avais réussi à le toper à l'époque. Je l'ai enregistré en cassette vidéo. Ouais. Je l'ai transcrit en DVD. Mm-hmm. Sauf que je sais pas faire le DVD, passer le DVD en comment ça s'appelle, en fichier MP3. Voilà. Ça, je sais pas faire. Ouais, c'était MP4 parce pour tout le monde. MP4. Oui, enfin bref. Ouais. En DivX. Ouais. Parce que j'aurais envie de le prêter à tout le monde tellement il est je le trouve formidable. Mm-hmm. Je l'ai écouté, j'ai regardé je sais pas combien de fois ce documentaire. D'accord, ok. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et j'aimerais bien le revoir, notamment avec toi. Ouais, ok. Parce que pas tout d'un seul coup, 10 heures. Ah non, c'est peut-être une ou deux émissions, quoi. Ouais. Et faudrait peut-être faire ça avec Ariok et tout ça. Ouais, ça fait longtemps que je propose. Ariok à beaucoup de monde. Et que j'arrive pas à Je crois que c'est des 10 heures. Tu dis, ça va être long quand même. Alors, remarque, si on se fait une bouffe et puis on regarde tous ensemble, ça peut être sympa. Ouais. Et donc, je voudrais terminer. Il y avait aussi une autre série comme ça. Mm-hmm. C'était la Tribu Rock en français et The Rock Family Trees. Ouais, ok. J'ai tellement adoré que j'ai acheté les bouquins. Mm-hmm. Enfin, j'ai acheté quelques bouquins parce que ça a été décliné. Je sais pas combien de fois. Ouais. Donc, ça se présente. Ah ouais, ok. D'accord. Une sorte de... comme un arbre généalogique, mais avec les groupes. Voilà. Ok. Et sur l'évolution des membres. Donc là, on peut voir les New York Dolls. Ouais. Et à chaque changement de membre, hop, on a comme une génération suivante. D'accord. Et donc, on voit que dans les New York Dolls, ça a continué un tout petit peu. Johnny Fender est parti des New York Dolls, a fondé les Heartbreakers. Mm-hmm. Voilà, et là, ça a été pour Television. Dans Television, il y a eu Richard Hell qui a fait son propre groupe et tout ça. Et donc, c'est complet, hein. C'est hyper complet. C'est incroyable comme boulot. Ouais. Là, c'est sur Deep Purple. Deep Purple, Whitesnake. Sur différentes... Procol Harum, W Brothers. Qu'est-ce que je pourrais montrer ? Et quand tu vois le mec, il a écrit ça à la main. Ah oui, exact. C'est un travail de fou, hein. C'est incroyable.
c'est incroyable comme boulot. Comme boulot, ouais. Ouais. Tiens, sur Gene Vincent. Donc son début de carrière avec les Blue Caps, et après ça change, et puis après en gros il émigre en Angleterre pendant des années, et puis il a une autre carrière, machin, et voilà, donc j'en ai 2. Ouais. Il a eu combien de sorties? Tu le sais? Je sais pas exactement. Tiens, voilà, Liverpool. Ok, Nomad, Mojos. Ok, il y a un peu de tout. Plein de groupes que je connais pas. Hein. Sauf Machine C quand même. Ah bah là c'est sur le groupe The Police. Ouais. Donc sur The Police, Zoot Money Big Roll Band, dedans il y avait Andy Summers, le guitariste. Dans Curved Air, t'avais Stewart Copeland. Ouais. Qui était un groupe peut-être américain ou un truc comme ça. Et Last Exit, c'est là-dedans qu'il y avait Sting. Okay. Et donc on voit toute l'évolution. Donc Police, des petits machins qu'ils avaient fait à côté. Et donc dans Police, t'avais Henri Padovani, qui était un Corse, qui n'est pas resté longtemps. Qui avait une tendance franchement punk à l'époque, et hop, changement, donc ça devient le Police tel qu'on le connaît. Donc voilà. Bon je vais terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Hein. Bon merci pour cette présentation. En fait c'est nickel. Et donc des bouquins, il en existe énormément. Ouais. Il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Ouais. Et puis, souvent dans les biographies que je lis, les artistes sont des hommes comme les autres. Ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils mettent le meilleur d'eux-mêmes dans leur œuvre. Et donc, moi, je ne confonds pas l'artiste et l'œuvre. Donc, je peux encenser l'œuvre, mais condamner l'artiste. C'est la même chose des fois pour certains acteurs qui sont absolument ignobles. Voilà, ou pour des auteurs. Ouais, aussi, ça peut arriver. Des écrivains, quoi, comme on peut sortir comme Cliché, Céline, ou des trucs comme ça. C'est classique, et puis même en tant qu'acteur, je crois qu'il y a Steve McQueen, en fait, qui est vraiment encensé, qui a eu des super rôles, mais qui en même temps était pas super sympa, quoi. Il y a des choses comme ça. Il y a des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est rare, voilà. En fait. Voilà. Bon, merci pour cette présentation. J'ai l'impression d'être un commentateur de... À vous les studios. Puis, on fait la même chose sur les. On va faire la même chose sur la BD, non, pour montrer tout ce qui est. Ouais, on fera on va couper là pour le moment. Ouais, on coupera là. J'espère que ça vous a donné des pistes. Ouais. Et puis lire des bios, utiliser des dictionnaires, des trucs comme ça. Après, si ça vous plaît pas, laissez tomber. Empruntez les premiers déjà. Faites comme nous. Vous empruntez les premiers dans des bibliothèques, des médiathèques. Et parce que déjà, les bibliothécaires ont fait un travail pour essayer de trouver les meilleurs. Mais bon, ils peuvent se tromper aussi, ça arrive. Et ça vous donnera des pistes et ça vous donnera des pistes, quoi. Et puis vous voyez si c'est solide, si c'est construit. Et puis à force, vous allez vous faire votre goût. Voilà. Puis tapez dans allez, regardez un petit peu sur internet, regardez aussi même vos parents, les gens que vous connaissez qui peuvent vous conseiller aussi, vous donner des pistes, des albums, vous faire prêter des albums, voilà. Faut essayer. Faut découvrir. On n'est pas obligé d'adhérer. Non, faut découvrir au moins un album et puis voir si ça plaît, quoi. Ok. Bon, ciao.